Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission de Zoom Appalaches. Ce soir, nous recevons, on pourrait dire, un habitué des émissions de Zoom Appalaches, M. François Descaries. Je ne demanderai pas à M. Descaries de se présenter parce que vous le connaissez déjà. Mais peu importe, je vais lui laisser quand même une présentation. M. Descaries? Bonjour. Ben oui, François Descaries, je suis directeur de la CEF. La CEF, on touche à tout ce qui est budgétaire, à droits des locataires, droits des consommateurs, droits des personnes assistées sociaux. Donc, on fait de l'information juridique. Puis, je suis venu vous parler un peu d'enjeux relatifs aux droits aujourd'hui. D'accord. Récemment, on a appris que la PCU, on le savait déjà qu'il y avait une date limite, mais là, c'est terminé. Il y a une nouvelle prestation de remplacement qui va être ou qui est déjà en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben oui, en fait, très récemment, en fait, on a eu le discours du trône au gouvernement fédéral qui a été suivi de l'adoption du projet de loi C2, C4, donc des projets de loi fédéraux qui viennent remplacer la PCU par le PCRE. Donc, on a été habitué, hein, c'était un mot qu'on ne connaissait pas, c'est un acronyme qu'on ne connaissait pas, la PCU, puis c'est rentré dans le vocabulaire. Puis je crois que le PCRE va rentrer dans le vocabulaire, mais peut-être un peu moins fortement aussi. Fait que je pense que la PCU a fait son temps, devait être modifiée par quelque chose d'autre. La COVID-19 n'est pas terminée. On est en plein dans une deuxième vague en ce moment au Québec, puis dans le reste du Canada aussi. Donc le gouvernement a adapté les prestations pour les Canadiens, pour les individus, avec une nouvelle prestation qui s'appelle la prestation canadienne pour la relance économique, qui a 3 composantes. Puis il a aussi simplifié l'assurance-emploi. Donc la PCU est morte, puis vive la PCRE et les nouvelles prestations, puis on pourrait les regarder en détail. D'accord. Mais là, il y a plusieurs régions qui sont en zone rouge, ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Mm-hmm. Est-ce que les formalités pour avoir de l'assurance-emploi sont difficiles? Non, c'est vraiment facilité. Même, en fait, j'ai jamais vu des prestations d'assurance-emploi si facilitées que ça dans ma carrière. Donc, vraiment, le gouvernement s'est assuré que les personnes qui ne pouvaient plus travailler puissent avoir accès à des prestations, à des revenus minimaux. Puis en fait, dans la proposition initiale, la prestation devait être de 400 $ par semaine pour les personnes qui faisaient les demandes des différents programmes. Puis finalement, le NPD, pour donner son appui au projet de loi, a négocié puis a obtenu un 100 $ de plus. Donc, les prestations vont être de 500 $ par semaine jusqu'à 26 semaines. Puis on peut les regarder un peu. Il faut juste rappeler pourquoi le gouvernement fait ça. Hein? Le gouvernement fédéral donner des montants aux individus, évidemment, c'est pour réduire les comportements qui seraient négatifs ou qui seraient à risque. Donc, il y a quelques prestations là-dedans. On ne se le cachera pas, quelqu'un qui a des faibles revenus ou des revenus modestes, si on lui dit demain « Oh, ta fille a un test de COVID qui vient d'être pris, tu dois arrêter de travailler. » S'il n'y a rien pour substituer ses revenus, peut-être qu'il va avoir la tentation de dire « Je vais attendre d'avoir le résultat au lieu de me retirer pendant 3-4 jours. » Au lieu de me retirer pendant une semaine. Puis ça, c'est un comportement qui met à risque l'employeur, son équipe de travail, etc. Donc, le gouvernement, en mettant des prestations comme ça, son objectif, c'est de dire, on ne veut pas que ton réflexe soit un réflexe de survie. On veut que si tu penses que tu es à risque, que tu adoptes un bon réflexe. Donc, une de ces prestations, par exemple, il y en a 2 qui sont un peu similaires. Quelqu'un qui serait malade ou quelqu'un qui serait un proche aidant d'une personne malade pourrait avoir jusqu'à 2 semaines d'un montant de 500 $ pour accompagner ou pour prendre soin de lui-même et ne pas risquer de contaminer d'autres personnes. Donc, c'est une prestation qu'on pense qui va éviter des mauvais comportements puis qui a une fin. C'est 10 jours de prestation. La personne peut continuer à travailler, contrairement à la PCU. Donc, elle peut travailler 2 jours semaine,
tant que ce n'est pas plus que 50 du temps qu'elle travaille normalement, puis être admissible quand même à cette prestation-là, là, qui va jusqu'à 500 $. Donc ça, c'est pas une mesure qui est aussi ambitieuse et grandiose que la PCU, là, qui était des gros montants sur jusqu'à 6 mois, mais c'est des petites mesures qu'on voit qui sont plus précises, là, puis qui vont pouvoir éviter des comportements négatifs. Bien, je pense qu'évidemment, les gouvernements ont su s'ajuster. Une pandémie, c'est la première qu'on a depuis 1918. Absolument. Alors, il n'y avait pas grand monde qui était habilité à gérer ça correctement, mais là, on s'ajuste. Absolument. Puis évidemment, on s'attend que nos gouvernements prévoient tout et prévoient le pire. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir beaucoup à nos gouvernements de ne pas avoir prévu ça. Il faut se remettre dans le contexte aussi. T'sais, en mars, on était devant l'incertain, on était devant quelque chose qu'on n'avait jamais vu, puis qu'on n'avait pas vu venir non plus tant que ça. Donc, effectivement, les mesures en ce moment sont plus adaptées. L'assurance-emploi simplifiée aussi, c'est intéressant parce que, contrairement à la PCU, il y a une obligation d'être à la recherche d'emploi. On le sait, quelqu'un qui est sur l'assurance-emploi, s'il s'en va en Floride passer 2 semaines en vacances, quand il traverse la frontière, bien, en fait, l'assurance-emploi le sait, puis il va couper les prestations d'assurance-emploi parce que la personne n'est plus disponible pour travailler. Un étudiant à temps plein n'est pas disponible pour travailler, donc n'est pas admissible à l'assurance-emploi. Donc, en se tournant vers l'assurance-emploi, bien, en fait, ça va venir taire des critiques comme ça, tout en supportant les personnes qui ont besoin d'avoir un supplément de revenu. Le taux de chômage est encore très, très haut, puis on a besoin d'avoir un support comme ça. L'assurance-emploi, la nouvelle version là, simplifiée, c'est aussi 500 $ par semaine, jusqu'à un maximum de 26 semaines. Donc, c'est littéralement 6 mois, une demi-année. Puis, pour y avoir droit, on parle tout le temps des heures nécessaires pour avoir droit à l'assurance-emploi. Ouais. Pour la version simplifiée, c'est 120 heures seulement pour avoir droit. Puis, il faut avoir fait 5 000 $ de revenus l'année passée. Donc, c'est des critères qui ne sont pas très exigeants. Même quelqu'un qui travaille à temps partiel puis qui a cumulé 120 heures pourrait être admissible à l'assurance-emploi s'il a perdu son travail en raison de la COVID. Donc c'est des modifications qui vont venir ajuster. Le gouvernement pense que des 4 millions de prestataires de PCU actuels, il y en aurait 1 million qui débarquerait du programme, en espérant que ça ne mettra pas ces personnes-là dans une situation très précaire, mais peut-être que non, puis qui tomberait plus à 3 millions d'utilisateurs. Là. Il y a toujours place aussi à améliorer ça si jamais la pandémie perdure. Oui, absolument. Il va falloir vérifier qu'il n'y ait pas de personnes qui tombent dans les cracks du système, comme on dit. Ça, c'est sûr. Nous, on est très sensibles à ça. On est même préoccupés par ça. Mais en tout cas, ce qu'on voit aller en ce moment, autant avec la PCU qu'avec l'assurance-emploi, on n'est pas catastrophé. On trouve que les personnes qui viennent nous voir, finalement, s'infiltrent dans le système d'une façon correcte, qui ont droit aussi. Puis, fait qu'on trouve que la machine ne va pas si mal que ça. Une chose qui est intéressante aussi, qui va faire aussi taire certaines critiques de la PCU, c'est qu'il y a un revenu maximum. C'est au-delà de 38 000 $. En fait, la prestation canadienne pour la reprise économique sera en fait imposée. En fait, on devra rembourser 50 % des montants qu'on a reçus si on gagne plus de 38 000 $ par année. Donc, c'est pas des salaires mirobolants. Puis, c'était un peu une critique de la PCU aussi. Les gens disaient des personnes qui n'en ont pas besoin reçoivent le 2 000 $ alors qu'ils n'en ont pas besoin. Puis, c'est une critique qui est tout à fait légitime. Donc, là, il y a un revenu maximum là, pour obtenir cette prestation-là pour la relance économique. Donc, on voit des ajustements qui sont pragmatiques, on pourrait dire. À la CEF, avez-vous ça? Est-ce que ça a augmenté votre nombre de demandes d'aide? Notre nombre de demandes d'accompagnement n'a pas nécessairement grandement augmenté. Je n'ai pas sorti les chiffres avant de rentrer ici, mais depuis le 1er avril, là, sur une période de près de 5 à 6 mois, on est à peu près à 450 demandes, en fait, accompagnement individuel. Ça, c'est des vraies rencontres. Là. Maintenant, soit par téléphone, puis c'est pas juste un simple petit téléphone avec une petite question. C'est vraiment, on s'est fixé un rendez-vous avec des papiers.
Puis c'est à peu près ça qu'on a entre 800 et 1000 rencontres individuelles par année à la CEF. Fait que c'est pas une année, mais c'est des demandes qui sont différentes. Mais c'est pas une année plus grosse ou moins grosse que les autres années. C'est une année qui est soutenue, comme toujours. Mais avec le tribunal administratif du logement qui vient d'apporter des changements majeurs, là, vous risquez peut-être d'avoir beaucoup plus de travail. On va voir. Ben oui, ça, c'est le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous. En fait, là, on a parlé un peu de finances personnelles, de programmes de support gouvernemental. La CEF a aussi un mandat d'aider les locataires à défendre ses droits. Puis, un sujet qui peut être intéressant pour les auditeurs, c'est on a vu récemment une réforme majeure de ce qu'on appelait d'ailleurs la Régie du logement, qui est un tribunal assez connu. Maintenant, si vous cherchez le titre Régie du logement ou même le site web Régie du logement, maintenant, ça s'appelle le Tribunal administratif du logement. Donc, en ligne, puis je présume que les affichages au palais de justice de Thetford Mines vont être modifiés aussi, là, quand il y a des changements de nom comme ça. Fait que oui, depuis le 31 août 2020, depuis quelques semaines finalement, est entrée en vigueur la loi qui vient modifier le nom de la Régie du logement, mais aussi qui vient modifier beaucoup d'éléments qui sont relatifs aux droits des locataires, puis en fait, la relation locataire-propriétaire. Fait que si vous voulez, on peut en parler un petit peu. Là. Ben oui, il y en a combien de changements? En fait, le projet de loi était très large. Il abordait aussi les enjeux des condos, de la copropriété. Il abordait aussi l'enjeu de la certification des inspections pré-achat, ce qui est très intéressant. On est venu encadrer un petit peu plus ça pour pré-achat de maison, j'aurais dû dire. Donc, le projet de loi a un paquet d'articles, mais les articles qui concernent les modifications à la Régie du logement, je vous dirais qu'il y a 9 changements qui sont significatifs puis qui peuvent influencer puis, les locataires puis la défense de leurs droits, etc. Fait que si vous voulez, on peut y aller un petit peu en rappel. J'avais une question. Ben ouais, est-ce que ça comprend aussi les RPA, les résidences personnes âgées? Absolument. Ah oui, absolument. Parce que ça, on l'avait abordé dans notre dernière émission. Puis c'était problématique jusqu'à un certain point. Oui, absolument. En fait, les résidences privées pour aînés sont sous la juridiction du tribunal administratif du logement, de l'ancienne Régie du logement. Donc, une problématique avec un bail dans une RPA, si on ne trouve pas de solution à l'amiable, en fait, le tribunal compétent va être la Régie du logement ultimement. Puis évidemment, on essaie de ne pas se rendre là, mais c'est le dernier recours pour défendre nos droits, absolument. Puis d'ailleurs, on s'attend, il y a un projet de loi que le gouvernement vient de déposer qui va aussi encore modifier ça, mais je viendrai vous en reparler une autre fois parce qu'il n'est pas encore adopté. C'est juste des articles qu'on a vus récemment là, qui ont été déposés dans un nouveau projet de loi puis qui nous plaisent bien. Là. Alors, oui, parlez-nous des changements majeurs. Ben oui, le tribunal administratif du logement. Peut-être l'historique, en fait, c'était en juin 2018, c'était le gouvernement libéral. Si ma mémoire est bonne, c'était Lise Thériault, la ministre Lise Thériault, qui avait déposé un projet de loi qui est mort au feuilleton parce qu'on est tombé en élection. Par la suite, la CAQ a été très rapide à reprendre le projet de loi, à faire quelques modifications qui ne sont pas inintéressantes, qui même sont intéressantes, puis ils l'ont redéposé, puis ça a été adopté le 5 décembre 2019. Donc, la première modification, tribunal administratif du logement. Avant, on disait monsieur, madame la régisseur, quand on s'adressait au juge qui était nommé là. C'est plus des régisseurs, fait que ça va être madame le juge, juge administratif, etc., monsieur le juge. Le changement le plus important, en fait, c'était possible avec la Régie du logement de faire des conciliations. Puis on essaie d'éviter les recours à la justice. Fait que si c'est possible de s'entendre hors cours, c'est tout le temps ce qui est privilégié. Parce comme ça, on utilise moins le système judiciaire qui est très dispendieux, puis les juges peuvent se concentrer peut-être sur des choses qui sont plus importantes. Fait que la conciliation existait déjà avec la Régie, mais n'était pas vraiment encadrée d'une manière législative. Là, on vient mettre des normes. T'sais, on vient statuer que ça doit être gratuit, ça doit être volontaire, confidentiel. Donc, ce qu'on dit dans une conciliation avant un jugement, ne peut pas être retenu au jugement. Fait que, on vient juste encadrer la pratique de la conciliation. Avant, c'était moins d'1%
des dossiers qui se rendaient en conciliation. Donc, 99% des dossiers étaient jugés. Donc, ce n'est pas des bons ratios. On veut augmenter ça un peu. Fait que ça, je trouve que c'est une mesure qui est intéressante parce qu'il n'y a personne qui aime ça aller devant un juge. Si, avec un conciliateur, on est capable de trouver une entente, le conciliateur serait nommé et payé par le gouvernement, bien, tant mieux. T'sais, on évite de judiciariser un conflit. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est intéressant. Oui, la conciliation se fait le propriétaire et le locataire. Absolument, suite à un dépôt d'une demande. Fait qu'en fait, la demande doit être faite à la régie. Autant par l'un que par l'autre. Oui, c'est ça. Ça peut être demandé d'une part ou de l'autre. OK. Fait que c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, la conciliation maintenant peut être homologuée. Fait qu'en fait, ça a la force d'un jugement. Fait que, mettons qu'on s'entend, vous et moi, on écrit 3-4 lignes, OK, l'entente, c'est ça, c'est parfait. Mais on peut demander à la régie d'homologuer l'entente. Donc, elle a une force de jugement. Donc, si une des deux parties ne respecte pas, on ne recommence pas à zéro à aller à la régie pour obtenir un jugement. En fait, on peut demander à un huissier peut-être d'exécuter le jugement. Puis évidemment, on essaie de ne pas se rendre là, mais donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est bien. Il était temps même, je pourrais dire. C'est pas normal que ça soit pas plus mis de l'avant dans ces causes-là. Mais ça protège plus le propriétaire que le locataire? Non, ça permet de faciliter l'obtention d'un règlement d'une part ou de l'autre. Puis je suis assez prime pour défendre les droits des locataires, puis je pense que la conciliation peut être bénéfique pour les deux. OK. Ouais, vraiment, franchement. Une chose qui est intéressante, puis en fait, de manière générale, la régie du logement était En fait, l'esprit de la réforme, c'est d'un peu plus de se rapprocher de ce que les autres cours vont faire. Peut-être, par exemple, les petites créances. À la régie du logement, par exemple, les preuves puis les pièces étaient traitées en cours. Fait que, mettons, moi, j'ai un problème de moisissure, puis il y en a beaucoup dans la région ici, des logements qui sont vieillissants. J'ai un problème de moisissure. Je ne devais pas déposer mes pièces, mes preuves à la régie. Je les présentais au juge, au régisseur, lors de l'audience. Fait que la personne qui était le propriétaire pouvait ne même pas avoir connaissance de l'ensemble des pièces. Donc, c'était traité. Donc, ça créait un peu de surprise, ce qui n'est pas bon. Dans le fond, on veut parler de faits quand on parle devant un juge. Donc, il y a vraiment l'obligation que la demande soit accompagnée des pièces lors de la demande. Il y a un délai, évidemment. Ça peut favoriser la conciliation à ce moment-là. Absolument, parce qu'il y a si le propriétaire ne savait pas qu'il y a de la moisissure, en conciliation, il peut vous dire, bien, je suis content de l'apprendre, on va régler ça. Oui, ou s'il savait, mais il pensait que c'était un peu frivole, mais qui, à un moment donné, il voit 4-5 photos, et aussi, des fois, dans les pièces, il y a un rapport d'expert aussi. Oui. Puis il y a un rapport d'expert, un pompier qui a été constaté qu'il y avait une odeur de diesel nauséabonde, que probablement que le chauffage, il y avait une fuite dans le système de chauffage. Quand on voit un rapport comme ça, évidemment, comme vous dites, est-ce que ça peut faciliter la conciliation? Probablement que oui. Donc, ça aussi, pour moi, c'est une évidence qu'on aurait dû être là depuis longtemps. Comme aux petites créances. Quand on va aux petites créances, on apporte nos pièces, la preuve du contrat, la mise en demeure transmise. Puis, dans le fond, l'autre partie peut consulter les pièces pour se préparer et se défendre. Fait que ça, c'est une avancée. La preuve de notification aussi, d'envoyer une mise en demeure par courrier recommandé. On le présentait en cours. Maintenant, on doit le présenter. On doit le démontrer à la régie, sinon la demande tombe. C'est des petits mécanismes qui fait que rendu en cours, il va y avoir des bons dossiers. Les gens vont être prêts. Puis, il n'y aura pas beaucoup de repart de dossiers, ce qui coûte cher pour les gens, ce qui coûte cher pour le système de justice. Il faut savoir qu'il y a des palais de justice. Ici, on est chanceux, on en a un, mais quelqu'un qui vient de East Broughton, qui vient de d'Israël, doit se déplacer ici. Mais pire, quelqu'un qui vient de la Guadeloupe doit aller au palais de justice de Saint-Joseph, de Beauce, ou qui vient de la Quai-de-Chemin. Donc, les gens ont à se déplacer. Quelqu'un de Lévis va à Québec. Fait que, tu sais, quand il y a des reparts d'audience parce qu'il y a des preuves qui n'étaient pas là, c'est vraiment, ça coûte une fortune pour tout le monde. Fait que c'est vraiment, on vient améliorer un peu le fonctionnement de la régie puis du tribunal administratif. Je peux vous parler un petit peu, ça devient un petit peu très technique, mais tu sais, le régisseur a un peu plus de pouvoir pour prendre des mesures de gestion. Donc, peut dire, dans un cas complexe, peut dire, regardez, au lieu de faire l'audience comme ça en apportant les preuves, on
on va discuter un petit peu avant, on va céduler un calendrier. Il y a un peu plus de pouvoir, puis on s'inspire vraiment des petites créances de la Cour du Québec, des choses comme ça, pour que l'administration de la Cour soit plus facile. Fait qu'on voit ça d'un bon œil. Je ne rentrerai pas dans toutes les choses, mais une chose qu'on vient modifier, c'est tout ce qui encadre les rétractations. Puis là, je vais vous l'expliquer. Tu sais, un concept fondamental en droit puis en justice, c'est qu'une personne a le droit d'être entendue. Si je me fais accuser de quelque chose, j'ai le droit d'être entendu. Puis, des fois, il y a une audience qui a lieu, une personne ne se présente pas. Puis, donc, il y a un jugement contre elle. Puis, quand elle le constate, pour certains motifs, elle peut dire « Je n'ai pas pu y assister, puis j'avais des motifs valables. » Puis il y va être quoi, les motifs valides? Ouais, c'est la maladie? C'est le premier des deux, le plus utilisé. Puis le deuxième, c'est j'ai pas reçu la notification parce que j'ai déménagé. Puis ça, on peut comprendre. Moi, je suis plus à cette adresse-là. J'ai reçu une lettre, mais à une ancienne adresse, donc je l'ai plus. Puis là-dessus, le tribunal vient clarifier certaines normes, mais aussi encadrer cette utilisation-là. Tu sais, je suis à l'hôpital va demeurer un motif qui est valide. Là. Puis, mais le changement d'adresse que le tribunal vient faire, il dit, si vous changez d'adresse, vous avez 45 jours pour nous le dire. Donc, si vous ne le faites pas, puis que vous ne pourrez pas utiliser cet argument-là pour demander une rétractation. Parce que ça, c'est immense. Là. Le jugement est prononcé, il est écrit par le juge, il est transmis, puis on demande à la Cour on recommence l'audience, puis tout ça, on le déchire. Puis, donc il vient. Puis c'est pas banal, en 2018-2019, il y a eu 2800 demandes, dossiers en rétractation qui ont été effectués à la Régie du logement seulement. Donc, mais ça, c'est pour l'ensemble du Québec. Pour l'ensemble du Québec, mais c'est beaucoup. Mais c'est quand même beaucoup, oui. Oui, c'est beaucoup. Donc, on vient encadrer ça. Encore une fois, pour améliorer le fonctionnement, pour que les jugements soient peut-être un peu plus droits, qui suivent une ligne un petit peu plus claire. Puis, je ne rentrerai pas dans toutes les autres, mais j'aimerais juste dire une dernière chose aussi, deux dernières choses, une très simple. Maintenant, toutes les procédures qu'on va faire à la Régie du logement sont considérées sous serment. Fait qu'il faut faire attention, autant les locataires que les propriétaires. Si vous allez à la Régie du logement, vous ouvrez un dossier, le document que vous allez déposer va être considéré comme étant sous serment. Puis, les gens ne veulent pas nécessairement mentir, mais des fois, on ne se rappelle plus trop d'un fait, donc on l'écrit, puis on pense que c'est à peu près ça qui s'est passé. Puis, mais ça pourrait mener à une parjure, parce que quand c'est sous serment, si on ne dit pas la vérité sous serment, bien en fait, le tribunal pourrait considérer qu'on a menti. Donc c'est un risque. Alors qu'avant, c'était vraiment quand on avait prêté serment devant le juge, devant le régisseur, que cette partie-là pouvait mener à une parjure. Mais maintenant, toutes les étapes préalables aussi... Même le document peut mener à une parjure. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut être très, très prudent, mais il faut toujours être très, très prudent, évidemment, quand on fait des demandes légales. Mais ça, c'est quelque chose qui va aussi assainir un petit peu les échanges. Puis la dernière chose qu'on trouve intéressant, puis en fait, ça vient formaliser quelque chose qui existait un petit peu quand même, mais on permet l'assistance par un tiers. C'est possible d'être mandaté. Par exemple, j'ai 98 ans. Je ne suis pas capable d'aller me représenter à la Régie du logement. Je peux demander à ma fille ou à mon fils d'y aller pour moi. Je lui donne un mandat, puis tant que c'est gratuit, puis que c'est un proche, bon, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, une personne qui est apte, mais qui a des difficultés de langue, qui a son âge, sa santé, sa vulnérabilité ou toute autre raison que le tribunal jugerait insuffisant, peut être assisté. C'est un rôle qui est plus secondaire. Je vais m'asseoir à côté. Je lui explique les questions que le régisseur, que le juge lui demande. Donc, c'est un rôle secondaire. On ne représente pas comme un avocat pourrait le faire, mais on peut l'assister dans sa compréhension, etc., etc. Donc, ça, on est content que ça soit un peu normalisé. Ça va être précisé ce qu'on entend par gratuit dans les règlements. Fait qu'on n'a pas toute l'information. Je ne pense pas que quelqu'un de la CIF, par exemple, pourrait assister un tiers à ces audiences-là. Parce que même si on ne charge rien à la personne, on ne se le cachera pas, mes employés sont rémunérés pour faire ce travail-là. Mais on ne sait pas, peut-être qu'ils vont accepter que des organismes sans but lucratif de charité, s'ils ne chargent rien à la personne,
assiste. Mais évidemment, ce ne serait pas un rôle d'avocat de représentation, ça serait juste de donner un coup de main à la personne. Puis ça, moi, ça me fait plaisir de voir ça parce que j'assiste de temps en temps à des audiences de la régie, puis de voir des personnes qui sont pas fous, sont pas folles, sont brillantes, mais qui sont dépassées par les événements, par le décorum, par le fait d'être assis devant un juge, puis qui, en fait, se défendent mal. Des fois, juste d'avoir quelqu'un de confiance à côté d'elle qui lui dit « Calme-toi, tu me l'as montré, cette photo-là, c'est cette photo-là qu'il veut voir, va y porter. » Tu sais, je ne le représente pas, je fais juste lui donner un support, des fois, juste ordonner ses papiers. Je pense que c'est une façon de rendre la justice un peu plus humaine, un peu plus accessible pour tout le monde, même ceux qui ne sont pas avocats ou qui n'ont pas des grandes études en droit, qui ne sont pas le maire d'une municipalité, donc habitués de parler en public. Moi, je pense que c'est des mesures qui vont faire progresser le droit puis l'accès à la justice pour les gens. Bien, c'est super intéressant. On pourrait en jaser encore pendant plusieurs heures, mais malheureusement, l'émission tire à sa fin. Bien, j'espère que ça. J'ai pas perdu les gens. C'est sûr, c'est des termes un petit peu techniques. En tout cas, moi, je les ai compris, alors je présume que tout le monde va les comprendre. Bien, au plaisir, puis on se reprendra une autre fois. D'accord. Alors, M. Descaries, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'était François Descaries, que vous connaissez ou que vous allez apprendre à le connaître. Il va revenir encore. Il travaille pour la CEF et il est là pour aider tout le monde. Alors, si vous avez des besoins particuliers, vous l'appelez et il va vous répondre. Merci et à la semaine prochaine.